Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la France et de son système de caste. Système de caste qui fit la grandeur de la France, la puissance économique, mais qui est aussi la cause de sa décadence et de son effondrement. Système de caste qui est profondément ancré dans la mentalité des Français et dans l'âme du peuple de France. Pour cela, je vais vous lire quelques petits textes pêle-mêle issus de l'Éveil des consciences, ce fabuleux recueil de pensées, de connaissances, de savoirs et de découvertes que j'ai écrit pour vous permettre de vous éveiller à la réalité de ce monde. Le premier petit texte que je vais vous lire, et je vais les prendre un peu au hasard, et ils sont tous merveilleux, s'appelle « En France, ton avenir est scellé jeune par ton diplôme ». En France, dans de nombreux domaines, ton rang social et ta crédibilité professionnelle sont définis par ton diplôme et par l'école que tu as faite, et non par ce que tu as réalisé dans la vie. Certaines personnes continuent à se présenter à un âge avancé par la formation qu'ils ont eue dans leur jeunesse et non par le parcours professionnel qu'ils ont réalisé. C'est ainsi que l'on peut voir des vieillards se présenter comme des polytechniciens ou se voir présenter un individu par l'école qu'il a faite. C'est un énarque, il a fait Sciences Po. Une bien triste mentalité de caste et de réseau où la reconnaissance sociale est scellée par une formation et un diplôme acquise jeune, formation et diplôme tellement durs à passer par la quantité d'informations ingérées et les formations privées et payantes qu'il faut pour s'y préparer, qu'elles en deviennent accessibles aux seules castes dominantes riches. En France, si tu n'as pas de diplôme, quoi que tu fasses et quoi que tu réalises dans ton existence, tu seras toujours considéré comme en dessous d'un diplômé, même si celui-ci ne réalise rien de constructif dans son existence. C'est ce manque de reconnaissance qui pousse de nombreux Français brillants et sans diplôme à quitter la France pour se réaliser à l'étranger, dans des pays dynamiques où un homme est considéré pour ce qu'il a réalisé et ce qu'il peut réaliser dans la vie, et non pour le diplôme qu'il a obtenu à l'école. Je vais vous lire un autre texte encore, qui s'appelle « Jalousie de caste ». Si le français est jaloux, c'est que le système de caste qui régit ce pays empêche toute réussite par le travail et le mérite. Seule la naissance compte et le réseau, ce dernier étant généralement donné par la naissance. C'est ainsi que l'homme qui réussit ou qui affiche sa réussite est perçu par le peuple des esclaves et des pauvres comme un escroc ou un nanti de naissance. C'est pour cette raison qu'une haine mélangée d'envie et de soumission face à la réussite de l'individu s'est installée dans l'esprit souffrant du peuple. Et l'homme qui réussit apparaît aux yeux de l'esclave français comme le miroir de son incapacité à s'élever vers une condition meilleure. Le français est globalement un jaloux, pas parce qu'il est foncièrement mauvais, mais parce que la jalousie est la seule chose que notre système social lui permet. Pour devenir un homme libre, il faut prendre conscience des chaînes qui nous entravent. Seule façon pour commencer le travail de libération. La révolution se fait d'abord en soi. Un autre texte sur la jalousie française. Jalousie française. Réussir en France, n'étant le plus souvent pas possible par le travail à cause du système de caste et l'absence de méritocratie qui en découle, on soupçonne toujours celui qui exceptionnellement réussit de le devoir à l'intrigue, au réseau, voire pire, à des actes immoraux de banditisme et d'escroquerie. Dans tous les cas, la réussite en France génère toujours la jalousie et la haine, car elle renvoie, comme le reflet d'un miroir à la majorité du peuple, son immobilité sociale désespérante, et parfois même le constat terrifiant
de sa situation d'esclave. Si au contraire, la France devenait une méritocratie, celui qui réussit serait perçu comme l'exemple à suivre et générerait chez le peuple l'espoir d'améliorer son statut social par son travail, tout en apportant du mieux et du meilleur à la société. Un autre petit texte instructif sur la France, délation et diffamation française. Si, en France, pays de caste par excellence, la progression sociale ne se fait pas par le mérite donné par la qualité du travail, les postes et les fonctions étant souvent en corrélation avec la situation de naissance, la progression sociale au sein de la caste peut toujours se faire en salissant par la diffamation et en attaquant sur ses incompétences ou ses vices son supérieur hiérarchique pour le faire tomber en le discréditant aux yeux de ses supérieurs afin de le faire chuter et de prendre sa place. De plus, dans ce système hiérarchique français, pour assurer sa place et garder son rang, il est fondamental d'écraser et de diminuer par la brimade le subordonné pour lui enlever toute crédibilité face au groupe, l'affaiblir et ainsi lui enlever toute capacité et toute volonté d'attaquer son supérieur hiérarchique pour lui prendre sa place afin de monter socialement. Comme on peut s'en apercevoir dans ce système français, si la progression sociale est parfois possible, elle ne l'est que par la capacité des individus à brimer, moquer et diffamer, afin d'éliminer celui dont on désire la place, mais presque jamais à la capacité et à la qualité du travail de l'individu. Ce système français de progression sociale et professionnelle se ressent jusque dans le comportement des jeunes enfants, qui utilisent systématiquement la délation comme moyen de pression et d'affirmation de leur puissance, venant au moindre conflit avec un ou une camarade se plaindre en pleurant et geignant auprès du référent marquant l'autorité, qu'il soit parent ou professeur, conduite plus rare dans les écoles ou les squares germaniques ou slaves, où le courage et la capacité combattante de l'enfant sont de loin les qualités les plus admirées, lui permettant de s'imposer dans le groupe. Ainsi, historiquement, en France, l'absence quasi totale de possibilité de s'affirmer et de monter socialement par le travail génère culturellement, mais aussi génétiquement, un peuple de jaloux, méprisant et brimant celui qu'il pense inférieur et se montrant de face obséquieux avec celui qu'il perçoit comme son supérieur, tout en le critiquant et le diffamant dès que celui-ci a le dos tourné, dans l'espoir, souvent inconscient, de lui prendre sa place pour devenir ce qu'il est. Cette particularité française de la délation et de la diffamation propre au système de caste millénaire s'est tristement illustrée au cours de la Seconde Guerre mondiale ou sous l'occupation allemande. Le français, sans être réellement raciste ni antisémite, dénonça fréquemment des juifs, le plus souvent par jalousie, pour éliminer une concurrence ou un individu mieux loti que lui, alors que l'Allemand de l'époque, baignant depuis sa jeunesse dans la culture de la méritocratie par le travail, dénonçait le juif en pensant sincèrement éliminer un ennemi du peuple et de la race germanique. Pour finir, dans cette même logique française d'élimination de la concurrence par la dénonciation et la diffamation, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lors de ce qu'on appela en France l'épuration, on dénonça le collabo comme on dénonça le juif auparavant. Un autre petit texte. Médiocrité. C'est un trait de caractère propre à la population française que de critiquer sans argumenter. Car il considère que tu ne peux pas savoir de quoi tu parles et que tu n'as pas la légitimité d'aborder un sujet si tu n'as pas le diplôme d'État ou la fonction donnée par ta naissance ou ta caste. Il ne s'intéresse pas à tes propos, mais à toi, ce qui est une grave erreur de logique dans l'établissement d'une bonne communication. On ne peut pas valider ou s'opposer à une théorie sans argumenter logiquement sur celle-ci, et s'en prendre à l'individu plutôt qu'à ce qu'il explique pour nier
ces propos et de la bêtise à l'état pur. Malheureusement, 1500 ans de servage et de système de caste ne sont pas faits pour ouvrir l'esprit d'un peuple. Il est temps que les Français apprennent à réfléchir par eux-mêmes et à argumenter logiquement ou ils resteront des esclaves. Un autre petit texte, joute verbale. En France, le système sous-jacent de caste extrêmement présent empêche l'individu de monter socialement. Ne pouvant pas agir sur son existence pour l'améliorer, le Français essaie traditionnellement, dans les dîners de famille, dans les cafés et maintenant sur le net, de s'imposer au sein de sa caste et de son petit groupe par d'interminables joutes verbales dans le but d'essayer d'éteindre l'autre et par là de se sentir exister et valorisé. Pure illusion et perte de temps, car il n'en sera pas plus brillant pour autant et sa situation économique n'en sera pas changée. Encore un petit texte, sur les castes bien sûr, puisque c'est le sujet. Système de caste. Dans un système de caste comme la France, qui est une société relativement stable, les fonctions sont données d'office par la naissance, par l'appartenance à la caste. Il y a donc peu d'émulation entre individus pour affirmer leurs compétences et monter socialement par le mérite. Dans ce type de société, dépourvue de méritocratie, on parle pour affirmer son rang, en ayant des idées et des théories sur tout, mais non pour résoudre des problèmes et ainsi gagner le respect de ses proches et de l'avancement grâce à ses compétences. C'est dans ce type de société de caste que les hommes passent leur temps à s'affronter verbalement, pour affirmer et justifier par la maîtrise du langage et leur façon de parler leur statut social et leur appartenance à la caste. Au contraire, dans les méritocraties, pures et dures, les hommes parlent peu, mais préfèrent passer à l'action et briller ainsi par leurs compétences pour s'élever socialement. Dans les sociétés de caste sans réelle compétition, les hommes parlent souvent pendant des heures pour justifier leurs fonctions et leur rang, hérités par leur naissance. D'autres petits textes. Un petit texte, encore un dernier. Ce qui unit la France. Traditionnellement, la France, comme l'Inde, est un pays de caste. Ce qui a été très justement décrit par Marcel Proust dans son étude hyper-réaliste de la société française, qu'est son roman À la recherche du temps perdu. Le système français de caste remonte à la structure celtique de la société gauloise et a perduré jusqu'à nos jours malgré les changements de régime. Le système de caste a la particularité de cloisonner les classes sociales en empêchant tout échange génétique entre les groupes sociaux spécialisés. Ainsi, les producteurs se reproduisent entre eux comme les marchands et la noblesse qui est protégée et gère le pays. Ce système a l'avantage d'apporter une certaine stabilité à la société en évitant les descentes sociales d'individus logiquement consécutives aux montées sociales d'autres individus. La société ainsi stabilisée subit moins de luttes et de concurrence interne. Et les hommes, sachant que toute montée sociale est impossible, se résignent à vivre de la fonction qu'on leur a donnée à la naissance. Ce système, bien qu'efficace pour stabiliser une société, n'en demeure pas moins profondément déprimant. Car, que l'on soit pauvre ou riche, un homme normalement constitué a besoin d'incertitude, de combat et d'espoir pour se sentir vivre, pour se sentir exister. Sans cela, il meurt ou se rebelle contre sa situation. Pour éviter à la caste des producteurs laborieux une remise en cause de leur situation difficile d'esclaves obéissants et produisant pour une oligarchie de sang parasites, cette oligarchie de caste, en s'appuyant sur l'Église, a généré un système très efficace pour faire accepter aux producteurs leur vie sans espoir. Comme en Inde, en France, la caste dirigeante, la noblesse à la base,
s'est longuement appuyée sur la religion pour faire accepter à leurs esclaves producteurs leur situation d'exploités, en faisant valider par les religieux, souvent issus de cette même noblesse, leur situation de soumission à la caste noble par la volonté divine. Nous sommes la noblesse, nous dirigeons, implicitement nous exploitons car Dieu le veut. Cette position de soumission sans espoir d'une vie meilleure aurait pu être insupportable pour la caste des producteurs et donc, à plus ou moins long terme, entraîner des rébellions et une remise en cause du pouvoir déstabilisant toute la société, si un système calmant et régulateur n'avait pas été instauré par la caste dominante. C'est en s'appuyant sur l'Église et l'enseignement d'une religion catholique d'acceptation de sa situation terrestre de souffrance et de l'espoir d'une vie meilleure au paradis que la noblesse a réussi à calmer et à redonner l'espoir à son peuple d'esclaves. La vie n'étant qu'une vallée de larmes, c'est par la soumission aux élus de Dieu, donc à la noblesse, à notre travail laborieux et à notre vie régie par les préceptes de l'Église, que nous aurons notre récompense au ciel, système qui n'est pas sans rappeler le principe des réincarnations et du karma instauré par la religion brahmanique indienne pour faire accepter leur situation difficile et sans espoir d'amélioration aux castes inférieures dominées par les castes guerrières originairement venues du nord de l'Inde, même du nord, encore plus du nord, puisque ce sont les guerriers Yanma qui ont fait ces castes, qui ont dominé l'Inde, ce qu'on appelle les Indo-Européens. La domination des castes inférieures par la noblesse s'est donc faite en France par la maîtrise de l'Église et la propagande de soumission qu'elle diffusait dans le peuple, tout en lui faisant espérer une vie meilleure après la mort. C'est ainsi que la noblesse, souvent désunie, se faisait fréquemment la guerre pour le pouvoir tout en essayant de se faire reconnaître par le clergé, seul moyen d'avoir le soutien du peuple lors de ces luttes entre puissants. Être reconnu par le pape était donc vital pour être reconnu par le peuple et continuer à régner sur lui. Et à cause de ces luttes de pouvoir, Avignon vit même naître une papauté qui n'avait pour fonction que de légitimer auprès du peuple certains nobles dans la guerre pour l'accession au trône de France. Ce système de caste qui stabilise momentanément la société française entraîne à un certain moment une dégénérescence de la caste dirigeante par manque de renouvellement génétique. Cet isolement social génère à son tour, par perte de contact avec les classes inférieures, un manque de lucidité sur la situation économique et il s'ensuit obligatoirement des erreurs de gestion entraînant des crises économiques graves et un appauvrissement des castes inférieures. C'est à ce moment que la caste dirigeante se fait phagocyter par la caste se trouvant immédiatement en dessous d'elle, cette dernière s'appuyant sur le mécontentement du peuple des producteurs subissant une grave crise énergétique. Prend le pouvoir au cours d'une période révolutionnaire plus ou moins violente, comme la Révolution française de 1789, qui vit la noblesse dégénérée, affaiblie génétiquement et intellectuellement, en partie éliminée et remplacée par la bourgeoisie française, plus vigoureuse et prédatrice, qui devint la caste dominante. Si au cours de ces périodes révolutionnaires, c'est l'ensemble du peuple qui participe à l'élimination de la caste dirigeante, c'est toujours la caste d'en dessous qui la remplace, faisant perdurer le système de caste propre à la structure sociale française. Après la Révolution de 1789 et l'évincement d'une partie de la noblesse du pouvoir, on vit aussi une perte d'influence sur le peuple de l'Église, dont les fonctions principales étaient de justifier par la volonté divine le pouvoir de la noblesse et de faire accepter au peuple sa situation de soumission en lui faisant espérer une vie meilleure après la mort, en récompense de sa servilité résignée. Bien que le système de caste perdura, l'influence calmante de l'Église sur le peuple disparut, et celui-ci, sans possibilité de montée sociale ni d'espoir d'une vie meilleure par le travail, aurait pu devenir difficilement maîtrisable si une nouvelle oligarchie parasite n'avait pas trouvé un nouveau système permettant aux esclaves d'accepter leur situation. C'est ainsi que la France, ayant perdu sa religiosité,
qu'allemande, inventa les grandes idées, les grands combats spirituels, occupant tout un peuple d'esclaves à réfléchir sur les grands concepts libérateurs comme les droits de l'homme, la laïcité, la République une et indivisible, la France plurielle, l'égalité des chances, l'antiracisme, la parité, la France en marche, tant de belles choses plus ou moins abstraites occupant tous les débats de l'Assemblée nationale au bistrot, en passant aujourd'hui par les réseaux sociaux et faisant oublier à tout un peuple d'esclaves sa situation d'exploité, permettant à une oligarchie de caste de continuer à vivre sur un troupeau de moutons qu'elle mène avec cynisme à la tonte ou à l'abattoir grâce à la propagande des médias qu'elle possède. Si la France est une nation révolutionnaire, il n'en demeure pas moins qu'à chaque révolution, une caste est remplacée par une autre et que la France ne change pas réellement dans sa structure sociale. Et seul le moyen de faire accepter la soumission de caste au peuple a changé. Le pouvoir de l'Église et de la religion ayant disparu, la France est donc devenue un pays de grandes idées creuses et de combats sans ennemis réels, permettant à tout un peuple soumis de s'unir en brassant de l'air et en combattant des moulins, sans remettre en cause leur situation d'esclaves et le pouvoir de son oligarchie de sang parasite. Voilà. Alors, quand je dis ça, les gens des fois disent c'est pas vrai, la France est un pays où il y a une mobilité sociale. Je dis absolument pas. La France est un des pays de l'OCDE qui a le moins de mobilité sociale et où les gens sont quelque part désespérés et aigris et se détestent les uns les autres car ils savent que leur vie est terne et sans espoir et ils ne peuvent donc, pour se rassurer, que mépriser celui qui est en dessous en se disant « je suis mieux que lui » et jalousier celui qui est au-dessus en se disant « c'est un escroc » ou « c'est un arriviste » ou « il est né avec une cuillère en or dans la bouche ». Donc tout le monde se déteste les uns les autres dans ce pays, car fondamentalement, c'est un pays de caste, et c'est ce système de caste qui génère tous nos problèmes et notre effondrement économique dans un monde globalisé où ceux qui dirigent, ou les États qui dominent, sont souvent des États très brutaux, où règne une méritocratie très dure entre les individus qui en fait des réels prédateurs et des pays vigoureux capables d'effectuer des prédations mondiales et de s'imposer parmi les nations. Voilà, petit texte sur la France, petit texte sur notre pays, petit texte qui montre que notre beau pays de France va très mal. Je pourrais vous en lire pas mal d'autres, mais on va arrêter là pour éviter de vous déprimer. Allez, on vous en fait une dernière pour la route. Paris, ville d'esclaves. Tous ces jeunes gens qui viennent de la France entière et parfois d'ailleurs s'agglutiner à Paris et lutter entre eux dans l'espoir d'être reconnus et réaliser leur rêve de réussite sociale, ne voient pas que cette ville est comme le lampadaire qui attire les insectes et sur lequel ceux-ci viennent se brûler et mourir. Paris est un gigantesque leurre pour ces jeunes gens dont le but est de leur soutirer leur énergie. Les maîtres utilisent cette volonté de puissance, cette combativité inscrite génétiquement dans la jeunesse pour la faire trimer et l'exploiter en lui vendant l'espoir de la réussite parisienne et de la reconnaissance sociale et mondaine. Les années passant, la quarantaine arrivant, ces jeunes gens, devenant inexorablement vieux, moins vigoureux et plus réalistes, s'apercevront que tout leur combat était vain et qu'il n'y avait en réalité aucune possibilité ou presque de montée sociale dans cette capitale d'un vieux pays de caste.
solitaire ou en couple, sans enfant, faisant un métier qu'ils n'aiment pas pour pouvoir se loger dans un appartement exigu, loué trop cher ou payé à crédit sur 30 ans, logement trop petit pour créer une famille, ils comprendront doucement, mais trop tard, qu'ils se sont fait berner et qu'ils n'étaient que le bétail stérilisé d'une caste supérieure qui les utilisait. Ils réaliseront alors qu'ils n'ont rien fait de leur vie et qu'ils n'ont rien créé et n'ont pas réalisé leur rêve de réussite. Il ne leur restera alors que les souvenirs de leurs discussions philosophiques stériles entre esclaves dans les bars branchés de la capitale où ils refaisaient le monde, ou le souvenir de la star à côté de qui ils ont dîné une fois, ou des soirées au théâtre ou au concert pour voir l'acteur, le comique ou le groupe à la mode, leur donnant l'illusion d'être intégrés socialement. Et ils comprendront alors qu'ils sont passés à côté de l'essentiel de la vie, c'est-à-dire faire un métier qu'on aime, utile à la communauté, pour se réaliser en tant qu'être social et par là, par ce métier utile au groupe, acquérir un logement décent pour créer une famille afin de continuer le monde. Paris est une grande broyeuse d'âmes qui exploite et stérilise la jeunesse et transforme les hommes en esclaves en leur vendant des rêves de réussite. C'était Fred Delavier, petite vidéo du soir Espoir pour vous parler de la France, ce merveilleux pays qui malheureusement génère des esclaves, génère des gens aigris, génère des gens jaloux, car ce système millénaire est devenu totalement obsolète. Je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs, et libérez-vous, devenez des hommes libres et achetez l'éveil des consciences. Et si vous êtes des indigents, descendants, vous l'avez gratos sur ma chaîne YouTube, où vous pouvez l'écouter. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.